Chris, bonjour. Salut Rest. On va parler de l'UFC 282 parce que il a pas mal changé depuis quelques semaines. Il y a eu des blessures, il y a eu des titres combat de politique qui ont changé, Jiri qui est reparti dans la forêt. Et on va parler aussi de Paddy Pimblett puisque c'est une des stars maintenant de l'UFC. Et puis on va voir si ce combat le challenge ou pas. Et puis on va voir ça tout de suite. Donc Chris te propose de mettre le générique et let's go. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, on va commencer par Paddy Pimblett avant de s'attaquer au combat pour le titre et aux autres combats qui nous intéressent. Alors là, on vient d'avoir une discussion en off et tu me disais que pour toi, Jared Gordon, là, qui est son adversaire, ce sera pas forcément celui qui va le challenger le plus en fait. Non, je sais même pas si c'est un step-up par rapport à Leavitt. D'un point de vue style, Jared Gordon, c'est quelqu'un qui clairement offensivement, il a quelque chose à proposer. Et ça donne un chouette match sur papier pour Paddy Pimblett, qui est également quelqu'un de très offensif. Mais défensivement, il y a des grosses lacunes du côté de Jared Gordon, que ce soit en pied-point, surtout en lutte défensive. Sa takedown defense, c'est pas bonne du tout. En grappling, défensivement, c'est pas dégueulasse du côté de Jared Gordon. On l'a vu bien défendre contre Grant Dawson, les étranglements arrière, mais il a quand même succombé en fin de troisième round en faisant un tap-out. Donc, le seul côté peut-être intéressant ou intriguant pour moi, c'est on a vu un Paddy Pimblett en grosse difficulté contre Soren Bak, parce que comme d'habitude, Paddy Pimblett, il commence super fort. Il surprend Soren Bak, il prend son dos, il essaie de l'étrangler, et puis pendant 4 minutes, il essaie de l'étrangler, et on ne comprend pas comment Soren Bak ne tape pas. Et puis, en fait, Paddy Pimblett, il s'est grillé les biceps, et deuxième, troisième, quatrième, cinquième round, on voit qu'il est fatigué, et c'est là où Soren Bak déroule son jeu debout contre lui. Euh, on va mettre ça sur le manque de maturité du côté de Paddy Pimblett. Et donc, c'est là où c'est peut-être intéressant. On pourrait se retrouver dans ce cas de figure, comme on a vu Jared Gordon être très résistant face aux étranglements arrière. On pourrait avoir une situation similaire où Paddy Pimblett va devoir choisir entre forcer et peut-être se griller ou prendre en maturité et chercher à prendre une monte dans ce cas de figure et finaliser différemment. Mais je crois que Paddy Pimblett, c'est quelqu'un qui reste au-dessus de Jared Gordon à tous les niveaux. Il aura un meilleur pied-point, il a un meilleur sol. La lutte, c'est là où le bas blesse des deux côtés, mais je crois que Paddy sera capable de l'amener au sol s'il veut. Et, euh, et donc, il devrait gagner ce combat. Maintenant, le risque de Paddy, c'est comme il est ultra offensif, il est face à quelqu'un d'autre qui est assez offensif, il peut y avoir un échange où il se fait surprendre. Mais je le vois comme large favori dans ce combat. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de KO, Jared Gordon? A priori, Sur pas du trop. volume. Sur Ah du ok, volume. ouais. Il envoie du volume debout. C'est quelqu'un qui a une grosse fréquence dans ses frappes. Euh, Dans son dernier combat contre Santos, je pense qu'il dépasse les 100 frappes qu'il touche. D'accord. Et quand il a un moment, il arrive à bien capitaliser sur ce moment. Il n'hésite pas à attaquer le corps. Honnêtement, offensivement, il y a pas de gros déchet du côté de Jared Gordon. Vraiment, il a un bon positionnement de pied, il attaque bien. C'est juste que son mindset est trop axé sur l'offensif et c'est pour ça qu'il n'a jamais gagné contre quelqu'un du top 15. Quand il rencontre un Carlos Diego Ferreira, quand il rencontre un Charles Oliveira au début de son ascension, quand il rencontre un Dawson qui est même pas top 15, qui est plutôt top 20, bah, c'est trop pour lui. Donc, Jared Gordon, c'est ouais, le gatekeeper du top 20, top 25 de la division, c'est quelqu'un qui mérite sa place à l'UFC, mais c'est pas un nom qu'on va retenir comme étant un futur contender, ni même un futur top 15. Je pense que c'est quelqu'un qui va rester, parce qu'on voit pas spécialement de progression, je trouve, dans son jeu. Donc c'est quelqu'un qui a sa place à l'UFC, qui fournit de temps en temps des chouettes combats. Il n'est pas spécialement dans des combats ennuyeux, mais voilà, c'est pas le gros. Pour moi, c'est pas le gros test pour Paddy Pimblett, et je pense que l'UFC sait ce qu'ils font
Ouais. L'UFC a envie de construire Paddy Pimblett. L'UFC est très bien au courant que Paddy Pimblett, quand il est arrivé à l'UFC, il n'avait pas du tout le niveau du top 15. Pas du tout. Ouais. J'ai changé d'avis sur Paddy Pimblett lors de son dernier combat contre Leavitt. Je trouve que là, il commence à montrer du potentiel de quelqu'un qui peut rentrer dans le top 15 à un moment de sa carrière. Quand il arrivait à l'UFC, il ne l'avait pas du tout et il n'avait pas montré une progression qui me donnait cette opinion. Là, je sens qu'il progresse sur son jeu. Je sens qu'il commence à peut-être réaliser qu'il est à l'UFC et qu'à un moment, il va devoir rencontrer du gros calibre UFC. Et donc, il travaille sur son évolution. Mais encore une fois, je pense que l'UFC, ils veulent continuer à le construire très progressivement. Ouais. Et là, c'est pas ce combat-là. Euh, Ouais, ça va nous donner des réponses par rapport à est-ce qu'il évolue encore, mais ça va pas nous donner des réponses par rapport à est-ce qu'il peut déjà prendre le numéro 15 de la division après. Ouais. Pour moi, son prochain combat, ce sera toujours pas contre quelqu'un du top 15. Il lui faut encore une victoire après Gordon pour rentrer dans les discussions. Ouais, donc il est là, bah, de toute façon, c'est maintenant ce qu'on sait de la manière de l'UFC de le construire, c'est qu'ils y vont, c'est même pas progressivement, c'est vraiment, limite, ils lui mettent, comme tu viens de le dire, du même niveau pour que Mhm. lui puisse se faire les dents et progresser un peu sur un niveau qui reste constant, quoi. Bah, il a eu ses deux premiers combats, je trouve, très bas. C'est vraiment les mecs, tu dois les battre pour montrer que tu as ta place à l'UFC. Et si tu perds contre eux, clairement, tu dois sauter de Ouais. l'UFC. Jordan Leavitt, c'était le step-up. Mhm. Mais entre Leavitt Ouais. et Gordon, je les mets sur un pied d'égalité. D'un point de vue style, évidemment, c'est légèrement différent. Mais c'est bien. Il est encore jeune, Paddy. Maintenant, est-ce que sa carrière sera longue vu les cuts qu'il fait? C'est là où je me pose des questions. Il devrait prendre. Enfin, je le critique pas, hein. Il réussit toutes ces déshydratations. Il fait tout le temps le poids, donc respect à lui pour ça. Mais je crois qu'il serait meilleur à mieux gérer son entre-camp. Ouais. Je pense que ça ne peut être que bénéfique pour lui sur le long terme. Et c'est encore une fois, c'est pas ce combat-là qui va le, le faire prendre une préparation extrêmement au sérieux. J'espère le prochain. J'espère que le prochain, on lui met quelqu'un qui est juste en dehors du top 15. Comme ça, là, on a vraiment le step-up dont il a besoin pour rassurer ses fans de OK, Paddy Pimblett, c'est pas seulement de la hype, c'est pas seulement du marketing, c'est Ouais. quelqu'un qu'on doit retenir. Parce que, voilà, moi, j'ai toujours critiqué parce qu'il est très perméable défensivement. Mais là, son jeu commence à se construire offensivement. Il arrive à bien chaîner aussi pied-point, lutte. Son grappling est toujours au top, évidemment. Donc, ça commence à être un profil à suivre. Ok. Eh ben voilà pour Paddy Pimblett. Du coup, pour les pronos, on fait tout ça à la fin. Et on peut passer maintenant, il y a eu ce fameux changement pour le combat pour le titre de l'UFC. Ben, on voulait Prochaska contre Texera, et puisque Prochaska a laissé son titre vacant, puisqu'il est blessé et pour longtemps, c'est maintenant Blachowicz et Ankalaev qui reprennent le flambeau. Alors, ben, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat et comment est-ce que tu vois les choses se passer? Bah, alors clairement, sur papier, ultra décevant. On a fait un podcast, toi et moi, qu'on peut Ben plus oui, publier parce que c'était sur Glover contre Yiri et on était extrêmement excités par ce ouais, combat. Clairement, sur papier, on n'est pas sur le même divertissement. Le côté spectacle enfin, la probabilité qu'on ait un gros spectacle, une grosse ouais, guerre, de la violence, c'est assez faible. Euh, Parce que c'est deux gars qui calculent fort leur jeu. Alors moi, j'ai regardé plusieurs de leurs combats ce matin pour préparer ce podcast et j'arrive à m'exciter en changeant mon état d'esprit. C'est-à-dire que là, je vais prendre mon pied sur un point de vue plus stratégie, calcul et ce genre de choses. Parce que j'ai regardé Anne Kalev et contre Anthony Smith. Le volume était très faible, donc c'est pas le combat où tu es là genre oh, qu'est-ce qui va se passer. ouais. Mais par contre, je, je me suis retrouvé dans les deux. Moi, quand je fais des sparring réfléchis, c'est un peu à ça que ça ressemble. C'est vraiment, je rentre dans une distance sans rien envoyer pour en sortir, pour voir la réaction de mon adversaire. S'il fait rien, je commence à tâter un peu le terrain sur des single attaques. Si je vois que sur mes single attaques, il n'y a pas de contre, c'est là où je commence à construire mes contres. J'essaye de feinter pour générer un contre, pour contrer le contre. Et voilà, c'est très calculé, c'est pas ultra excitant, mais c'est chouette à voir comment les deux réfléchissent. Et c'est clair que Anthony Smith, c'est quelqu'un de cérébral. Anne Kalev, quelqu'un d'ultra cérébral Ouais. et calculateur. Voilà, dans cet état d'esprit-là, c'était qualitatif comme combat. C'était vraiment un combat de qualité parce que
C'était réfléchi, les deux connaissaient les dangers de l'autre et tu voyais le respect entre les deux athlètes, donc c'était sympa. Et c'est un combat en garde ouverte. Et pour un droitier, Jan Blachowicz est très fort en garde ouverte. Dominique Reyes, Israël Adesanya, Mhm. Luke Rockhold, il a des Ouais. victoires contre des gauchers. Et un truc qui est assez spectaculaire, donc pour ceux qui veulent, et en plus contre Reyes, c'était pas un combat chiant à regarder, retournez voir le combat contre Reyes. Euh, Blachowicz s'en fout de là où il est dans la cage. C'est pas quelqu'un qui va bien mettre de la pression ni quoi que ce soit. Par contre, il laisse absolument pas une fois Reyes prendre l'angle dominant, comme on dit, le pied avant sur l'extérieur, sans lui laisser, en lui laissant l'ouverture sur une frappe. Donc, soit quand Reyes essaye de prendre l'angle dominant, Blachowicz se déplace latéralement pour garder cet angle dominant, soit il recule en ligne. Et dans les deux cas, Reyes est perdu parce qu'il n'arrive pas à prendre cet angle pour envoyer son côté arrière. Alors, j'aime pas parler Mhm. d'angle dominant parce que si on prend un Cyril Gane, tu vas prendre l'angle dominant et tu vas te prendre un jab. Ouais. Mais dans le cas de Blachowicz contre Reyes, clairement, les deux étaient en train de chercher leur attaque du côté arrière, sauf Blachowicz, quand il switchait, il envoyait sa jambe aux côtes. Hein, ça a bien marqué. C'était intéressant. Ceux qui veulent aller revoir le combat, c'est vraiment super intéressant de se concentrer juste sur le placement du pied avant de Blachowicz contre Reyes. C'est ça qui fait, l- qui amène à la victoire. Euh, donc ça va être un combat très calculé. Je pense pas qu'il faut s'attendre à une guerre, mais les deux sont capables de mettre des gros KO. Ankalaev, son front kick, son KO contre Cute là-bas, son TKO contre Anthony Smith. C'est un finisher, mais c'est pas quelqu'un qui cherche à tout prix le finish. Ouais. Ça peut venir à lui. Et Blachowicz, pareil. Maintenant, il est devenu très calculateur, mais il a le polish power. Donc, on peut avoir un KO spectaculaire, ça c'est clair. Et si on a un KO spectaculaire, à mon avis, il sera bien préparé. L'analyse du setup sera intéressante après. Ça viendra pas sur un coup de chance, comme on peut dire. Ouais. Mais là, c'est vraiment. On sait qu'Ankalaev est calculateur, certes, et parfois il y a des combats qui peuvent être un petit peu, pas forcément les plus excitants, mais par contre, au niveau des compétences, il a montré qu'il était non seulement complet, mais qu'il était excellent partout. Est-ce que là, pour toi, il a moyen, Blachowicz, de faire une Frankie Edgar contre Rodriguez, de faire récemment, il y a eu un autre combat comme ça aussi, où il met vraiment un stop au genou? Moi, debout, oui. Au sol, Blachowicz est un très bon grappleur. Je pense qu'il a une contre-performance contre Glover Teixeira, et puis ça reste Glover Teixeira aussi. Je pense que c'est difficile d'amener Blachowicz au sol et de le surdominer au sol. Et j'ai pas, enfin, Ankalaev, pour moi, ça reste quelqu'un qui a une prédominance sur le pied-point. Hmm. Clairement, si tu regardes les derniers combats de Jan Blachowicz, tu dois dire, OK, je vais appliquer ma lutte, mon grappling, etc., etc. Mais je crois que Ankalaev va venir très confiant en son pied-point dans ce combat. Et les deux auront un game plan A qui sera basé sur le pied-point. Et je pense qu'ils vont garder une grosse confiance en leur compétence de gagner le combat debout, sauf si contre-indication sur les deux premiers rounds. Si sur les deux premiers rounds, il y a un clair 19 pour un des deux debout, Ouais. l'autre va commencer à chercher à grappler, parce que les deux sont, selon moi, capables de faire quelque chose en grappling. Mais les deux sont tellement difficiles à amener au sol que ça peut pas faire partie de leur stratégie Ouais. A parce que c'est énergivore. Grappler, on l'a vu, après Luke Rockhold venait de middleweight, mais Luke Rockhold qui a essayé de grappler contre Jan Blachowicz, ça l'a ruiné, ça lui a ruiné son énergie. Ankalaev, on l'a vu aussi fatigué contre Paul Craig au sol. Donc, non, je pense que les deux vont rester ici, enfin, vont venir pour rester debout. La seule différence pour moi, c'est que Ankalaev va essayer de rester très très loin au kicking range. La force de Blachowicz, elle est certes dans ses kicks, mais c'est surtout ses coups de poing et ses sorties de clinch. Ses sorties de clinch, elles sont incroyables contre Reyes, contre Luke Rockhold. Et la seule fois de tête où Ankalaev prend un knockdown, c'est dans le deuxième round contre Thiago Santos en sortie de clinch. Il est au clinch, il envoie un genou, il redépose son genou, il y a un crochet qui vient, crochet gauche Hmm. de Blachowicz. Ouais. Ouais. Donc là, il y a une carte à jouer pour Blachowicz. Pour moi, c'est Blachowicz qui doit mettre la pression, mais elle n'est pas facile à mettre sur Ankalaev. C'est là-dessus où Blachowicz a vraiment une marge de progression à faire. C'est, OK, tu as le pied avant, qui doit être tout le temps bien positionné, mais tu dois aussi savoir couper les angles. Et on a vu
Cute là-bas qui avait vraiment du mal à couper les angles à Ankalaev, qui arrêtait pas de le suivre plutôt que Ouais. de shifter. Tu vois, il y a shift and pivot, mais euh, Cute là-bas, il faisait ni l'un ni l'autre, lui, il suivait carrément. Je Ouais. crois que Blakovic est capable à le footwork mais c'est l'état d'esprit qui doit changer pour couper les angles et essayer justement de pouvoir rapprocher ce combat et arriver de plus en plus au boxing range parce que c'est là où il aura le plus de succès. De prime abord, j'ai l'impression que Nkalev va rester, il est très fort pour rester à la distance qui l'arrange et je pense que face à Blakovic, il sera capable d'imposer cette distance. En vrai, je commence à me hyper un peu pour ce combat. C'est pas Mais comme Prochaska, mais je commence à me dire, il y a quand même une vraie inconnue intéressante, quoi. ouais, tu peux pas être aussi excité par ce combat que par Yeri contre Glover. À moins d'être un gros fan de Ankalaev ou de Blakovic, impossible que tu sois aussi hype par ce combat que par celui qui était initialement prévu. Mais si tu arrives à changer ton état d'esprit en disant, OK, ce sera pas une guerre. Bon, si c'est une guerre, j'ai beaucoup de chance, mais ce sera pas une guerre. Mais par contre, il y a pas mal de petits détails techniques qui seront intéressants à observer et pas mal d'adaptations qu'ils vont devoir faire dans le combat. Je pense qu'il y a moyen de prendre son pied Ouais. différemment que quand Ouais, c'est c'est des ça. guerres. Mais si tu le sais à l'avance et que tu sais que ça va Et être tu sais quoi calculé et qu'à regarder. tout moment il peut y avoir un gros chaos, parce que Ouais. le chaos que Ankalaev met sur Kutlaba dans le rematch, c'est plus ou moins le même que Thiago Santos met sur Blakovic où Blakovic surengage un Ah. peu crochet-crochet en reculant, tu vois. Ouais. Donc, il y a des similitudes, tu vois. Blakovic a déjà mis des KO qui ressemblent au knockdown que Thiago Santos a mis sur Ankalaev. Ankalaev a déjà mis un KO similaire à Kutlaba que Santos, c'est toujours Santos, hein, avait mis sur Blakovic. Donc, il y a des... Tu peux voir des KO arriver, clairement. Tous les deux sont sujets au front kick à la tête. Ils n'en ont jamais ramassé, mais ils en prennent pas mal au corps. Et donc, je me dis, voilà, corps, tête, si tu alignes bien, voilà, le front kick au visage de Ankalaev dans ses débuts à l'UFC, ça peut. Donc, il y a clairement un gros moment qui peut arriver dans ce combat. Et s'il n'arrive pas, il faut être capable de se dire, je vais prendre mon pied à regarder un peu les déplacements, le jeu de feinte, le jeu de distance, de casser la distance, d'essayer de prendre le rythme du combat. D'ailleurs, Blakovic contre Adesanya, c'est ça qu'il a fait. Il a réussi à prendre la main mise sur le rythme du combat face à Adesanya, ce qui est compliqué. Donc, voilà, c'est des petits détails très techniques, très spécialisés qui peuvent faire la beauté de ce combat. All right. Eh ben, on est bon du coup pour les deux qui nous intéressaient le plus. Rapidement, avant de passer au prono, on peut parler de Bryce Mitchell contre Ilia Topuria parce que pour le coup, Mhm. ça, je C'est mon suis main event, ça. pas. Ouais, voilà, je suis pas spécialiste du sol, mais ce que je sais, c'est que et Bryce Mitchell et Topuria sont ultra chauds dans ce domaine et que là, c'est Mhm. vraiment une confrontation de spécialistes. Moi, j'espère juste que ça va y aller au sol en fait, du coup. Ouais, j'espère aussi. Si ça va pas au sol, c'est clairement parce que Ilia Topuria trouve son compte debout. Parce que je pense que voilà, j'ai posé une question très simple. Je crois que tout le monde aura la même réponse. Si c'est un combat de boxe anglaise, qui c'est qui gagne? Topuria probablement. Topuria, facile. Si c'est un combat de grappling pur, no gi, Alors là, hmm, ouais, chaud, hein? Chaud, chaud, chaud. ouais. Non, Moi, c'est vrai. j'aurais tendance à dire Mitchell. Si En c'est grappling? pur grappling no Oh! gi. Mais si c'est du comme comment il s'appelle Eddie Bravo. Maintenant, il fait le slap grappling, Ouais, tu ouais. vois. Le Bah là, je combat de change la grappling, ouais. tendance, tu vois. Je donne l'avantage à Eglia Topuria. Ce que j'entends par là, c'est que pour moi, Mitchell, c'est vraiment un jiu-jitsu, un jiu-jitsuka, jiu-jitsero, comme on dit, peu importe. C'est vraiment un artiste du jiu-jitsu qui est venu en MMA, mais qui essaie d'imposer son jiu-jitsu en MMA. Ilia Topuria, très très bon en jiu-jitsu, mais il a clairement construit son jeu pour qu'il se complémente très bien en MMA. D'ailleurs, on le voit contre Ryan Hall, ce qui le fait gagner face à Ryan Hall. Bon, c'est son anglaise, clairement, mais au sol, c'est parce qu'il a une utilisation de ses frappes. Il a une excellente pression au sol qui fonctionne très bien contre des non-grappleurs, mais face à un bon grappleur, je suis pas certain que sa pression aura autant d'effet. Et donc, Topuria a besoin de ses frappes pour vraiment imposer son jeu face à un bon grappleur. Mais pour pouvoir bien frapper, tu as besoin de stabilité. Et Bryce Mitchell au sol, tu trouves pas de stabilité contre lui. Quand Ouais, il est Bryce constamment Mitchell en est sur mouvement, son ouais. dos, il a des très bons leviers, il a des très bons sweeps. Et donc, c'est là où je dis que si c'est du jiu-jitsu pur en no-gi, je donne un léger avantage à Mitchell. Très, très léger.
mais un léger avantage. Mais en grappling MMA, Ouais. on aura la réponse samedi. Et je pense que Topuria a un léger avantage aussi au grappling, et donc je le mets comme favori dans ce combat parce que debout, pour moi, c'est lui qui gagne à coup sûr. En lutte, on a tendance à dire que la physicalité de Topuria. Topuria te donne envie de croire que c'est lui qui sera capable d'amener au sol. Euh, mais je sais pas, je pense que on sous-estime fort les takedowns de Bryce Mitchell. Donc ce combat va être super intéressant. C'est clairement mon main event. C'est le combat qui de loin, de très très loin, m'intéresse le plus sur cette carte. Ouais, mais pareil, juste personnellement, moi, je surkiffe Topuria, mais c'est vraiment plus pour l'énigme Bryce Mitchell, parce qu'on commence à, on le cerne, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi facilement ce qu'il a fait à Barbosa, par exemple. Je m'y attendais pas. Et du coup, je me dis, Ouais. putain, attends, si lui, il est capable de faire ça presque plus facilement que des mecs, Khabib. ouais, que Khabib, tu dis, ok, là, il y a un problème, là, il y a quelque chose de très spécial. Et donc, bah, on a envie de voir quelles sont ses limites. Et il a fait aussi déjouer Barbosa parce qu'il met une telle pression en fait que de toute façon le mec ne sait plus quoi faire. Et je suis curieux de voir s'il peut même faire un truc comme ça contre Topuria qui lui n'a pas Mhm. cette crainte forcément d'aller au sol. Deux, il est un peu plus porté sur l'anglaise donc c'est un peu moins entre guillemets un problème quand tu es sur le reculoir théoriquement que si Ouais. tu es un kicker. Mais ouais, je suis très 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 curieux et sachant que bah, on l'a pas évoqué mais ce sont deux très très jeunes, très Mhm. très j'en rajoute mais ils ont je crois 26-27. Mais voilà, c'est vraiment du 109 pour la catégorie. Et celui qui remporte ce combat de prospect, là, vraiment, il y a moyen qu'il ait une trajectoire tracée, Ah quoi. oui, non. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que dans cette division-là, il y a très peu de gens qui vont vouloir prendre Bryce Mitchell et Ilia Topuria. C'est deux Ouais, profils qui sont très compliqués à aborder, surtout Topuria, parce que Topuria, c'est vraiment choisis ton poison. ouais, On l'a vu, il prend son high kick contre Jay Herbert dans une catégorie au-dessus. ouais. Il survit et il vient le mettre KO dans le deuxième round. Et Jay Herbert, c'est pas, Il enfin, est chaud. Ouais, il est chaud en pied-point. ouais, C'est voilà, je veux dire en tant que combattant MMA, il est encore loin du top 15 de sa division, mais en pied-point, c'est difficile de trouver quelqu'un de son calibre. Difficile, c'est un grand mot, mais il fait ouais, partie de la moyenne haute, vraiment en pied-point. Et donc, il est à Topuria, tu dois choisir ton poison contre lui. Alors que Bryce Mitchell, si tu arrives à garder ça debout, tu peux considérer que tu vas pas passer une mauvaise soirée. ouais. Topuria, c'est une mauvaise soirée au sol si tu es en dessous, c'est une mauvaise soirée debout si tu le laisses mettre la pression. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un lutteur contre un lutteur. Parce que quand tu as un Ouais, lutteur contre un lutteur, tu dis celui qui amène l'autre au sol prend un sacré avantage. Parce que les lutteurs n'ont pas cette habitude d'être sur le dos. Et ouais. ils vont généralement avoir ce réflexe inné, enfin pas inné chez eux, mais lié à leur sport de tourner le dos. Et on a vu ce que ça donne plusieurs fois avec Justin Gaethje. Ici, tu te dis, OK, l'un amène l'autre au sol. Il prend la position dominante, mais dominante en jiu-jitsu, si tu as le gars dans ta garde, qui sait qui. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. souvent, le mec qui est sur son dos, qui a l'autre dans sa garde, est plus à l'aise que celui qui est au-dessus. Euh, donc, ça reste intéressant. Même s'il y en a un qui a plus de facilité à amener l'autre au sol, il faut encore savoir ne pas se faire sweep une fois que ça y est. Et donc, ça va être intéressant de voir justement les compétences sur les dos des deux et les compétences justement en vrai contrôle face à quelqu'un qui sait quoi faire au sol. Comme tu l'as dit, j'espère qu'il y aura du contenu dans ce combat, que ça Ouais. passe que tu arrives au deuxième round. Et j'espère qu'on a des scrambles et du sol. Ah ouais. Mhm. Ouais, ouais, ça, c'est la petite friandise, hein, voilà, pour ceux qui étaient peut-être Yes. pas au fait des combats à suivre. Bah écoute, je te propose qu'on termine rapidement sur les pronos, à commencer par ce combat pour le titre Ankalaev contre Blakovic. Who you got? Alors, j'ai Anne Kalaev. Euh, Et j'hésite à mettre une décision ou un finish. Tu sais quoi, encore une fois, il faut se mouiller. Je vais mettre un finish dans le troisième round pour Anne Kalaev, un petit TKO. Je crois qu'il va prendre les deux premiers rounds. Blakovic va se rendre compte qu'il doit commencer à prendre à partir du troisième. Il va perdre patience, il va surengager, il va se faire surprendre parce qu'il ne faut pas surengager contre Anne Kalaev. Donc, ouais, Anne Kalaev, TKO troisième. Ankalaev TK au troisième. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je vais mettre Blakovic qui choque la planète et qui met un KO sur un crochet, surprise totale au deuxième round. Waouh!
Voilà. Ouais, We ce never know. serait énorme ça. Ce serait ouf. Ok, et le combat ensuite, Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Bon, bah là, je crois qu'on a une bonne idée au moins de quelle direction ça prend pour toi. Who you got? Ouais, moi je vais mettre Paddy, dans fin du deuxième round, TKO, Ground and Pound. Je pense qu'il va pas, il va se rendre compte que la soumission sera plus difficile à obtenir que le TKO au sol. Donc Ground and Pound. Ouais, je vais dire pareil. J'aurais dit exactement la même chose, mais donc, bon, puisqu'il faut un truc différent, je vais dire troisième, mais pareil. Mhm. Ouais, je vois bien un TK aussi. Ok, et Ilia Topuria contre Bryce Mitchell. Là, c'est chaud, là. Ouais, là c'est chaud, parce que tu sais quoi? Ah, c'est vraiment chaud, parce la seule fois où on a vu Ilia Topuria dans un troisième round, il était crevé, c'était contre Zalal, mais bon, c'était du last minute, etc., etc. Euh, Parce que j'avais envie de dire un étranglement de Ilia Topuria. Oh, Parce que on dit que Mitchell est invaincu, mais en fait, il a perdu au The Ultimate Fighter contre hmm. Brad Katona sur un étranglement arrière. Maintenant, il a évidemment largement progressé depuis, mais je pense que là, si Topuria arrive à vraiment mettre cette pression debout, à le fatiguer debout, puis à amener au sol, puis à grinder, etc. Non, tu sais quoi, encore une fois, on est là pour prendre des risques. Ouais, Topuria soumission deuxième. Topuria. Oh, waouh, au deuxième en Hmm. plus. Ouais, Ouais. après, vraiment qu'il est attendri. Ouais, Ouais. le corps, un petit coup au foie qui le fait se Ouais. rétracter. Là, tu l'amènes au sol, tu viens chercher le dos directement. Il est encore concentré sur sa douleur. Tu glisses ta main et puis la pression. Ouais, je prends des risques, mais je dis ça. Ok. Bah, moi, je mets Bryce Mitchell par décision. Après un très Ok, beau ouais, combat. c'est. Ouais, Ah, attends, si c'est ça. J'aimerais bien Ouais. une décision, ce serait cool. Comme ça, on a vraiment 15 minutes de plaisir à T'imagines? regarder les deux. Ce serait chouette. Ce Ouais, serait vraiment ouais, chouette. et puis leur style fait que je vois ça, je vois très mal ça être chiant, quoi qu'il arrive. Même si c'est que du technique et que des scrambles, ça va être intéressant. Ouais, Ok, eh ben Chris, merci encore. Et puis 38% avec MyProtein. Hop, voilà. Enfin, sans doute, hein, c'est quelque chose comme ça. Et puis, bah écoute mon gars, prends soin de toi, on se voit très vite et à on se voit bientôt à tous jeudi. aussi. Eh oui, on se voit jeudi. À la res. Ouais. Allez, à toutes. See ya. Ciao. Nice. Et écoute, je file. Merci Chris. Ouais, courage, courage, courage. Et